Je suis Aurore. J'accompagne celles et ceux qui veulent faire la paix avec leur histoire, se libérer de ce qui pèse, revenir à ce qui est vivant, sensible et vrai. C'est pas rien, c'est le podcast pour tous ceux qui ont la sensation de ressentir trop fort, de douter parfois, de porter des bagages un peu lourds ou de ne pas avoir toujours un espace sécurisant pour se déposer. Ici, on parle de notre humanité, de nos traumas, de nos lignées, d'émotions entières, de liens authentiques et du vivant en nous. Parfois à deux, dans des échanges passionnants avec mes invités, ou seul, juste toi et moi. Des conversations vraies, sans masque, sans filtre. Parce qu'être humain, c'est pas rien. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est pas rien non plus. Alors si toi aussi tu veux t'alléger, grandir, ressentir et te transformer, installe-toi confortablement et embarque avec moi dans cet épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast que je fais seule en ce 1er août. Voilà, portail assez important, intéressant qui s'ouvre sur le mois d'août, qui nous rapproche aussi du portail du Lion, qui est une date assez symbolique et forte pour moi parce que c'est sur ce portail, enfin c'est pendant ce portail-là que ma fille a décidé de venir s'incarner, en tout cas qu'elle a été conçue. Et ça faisait un petit moment que je cultivais ce podcast, que j'avais envie de vous partager ces 8 sagesses qui m'ont aidée à avancer, qui m'ont permis de changer, de transformer ma vie. Ça peut vraiment être un podcast que vous écoutez dans les moments où vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez l'impression d'avoir fait un pas en avant, 3 pas en arrière, les moments où vous manquez de clarté, les moments où vous vous sentez un peu sous l'eau, un peu démunis. Voilà, c'est 8 sagesses, moi, qui m'ont vraiment aidée dans des moments où je sentais que j'avais besoin de m'ouvrir à quelque chose de plus grand, de mettre de la conscience là où il y en avait peut-être pas. Et je me suis dit que, voilà, c'est quelque chose qui pourrait certainement vous accompagner aussi sur votre chemin. Alors la première sagesse, c'est une sagesse qui a été empruntée et inspirée par Thierry Janssen, que j'adore et dont je transmets aussi un petit peu les enseignements, qui tient l'école de la posture juste en Belgique. Et cette phrase, elle m'a vraiment marquée le jour où je l'ai entendue et où j'ai choisi d'en faire un petit peu aussi un de mes piliers dans les constellations que j'ouvre à chaque fois. Et je nomme toujours cette phrase qui est « Rien n'est grave, mais tout est important ». Et j'aime bien commencer ce podcast et ces 8 sagesses avec cette phrase-là parce que j'ai vraiment la croyance que l'être humain, notre nature intellectuelle à vouloir tout le temps chercher des réponses, à vouloir se guérir, à vouloir être autre chose que l'on n'est pas, elle a aussi cette tendance à dramatiser, à se comparer, à voilà, se définir aussi par ses expériences et par son histoire. Et je trouve que cette citation, cette phrase, que rien n'est grave mais tout est important, ça nous permet de faire un pas de recul sur le fait que oui, on a traversé des choses, oui, il y a plein de drames parfois dans nos arbres généalogiques, dans nos systèmes familiaux, dans la manière dont on s'est construit, dans tous les traumas qui ont pu être engrammés dans notre corps. Mais en fait, on a tous ça et ça fait tous partie de notre histoire, ça fait tous partie de notre chemin. Donc c'est pas grave en soi, c'est pas ça n'a pas à nous définir et ça n'a pas à devenir une fatalité, mais c'est important. C'est important de le regarder, de l'accueillir, de le prendre en compte. Voilà, parce qu'on peut pas non plus se dire: «Ah OK, bon j'ai vécu tout ça, bon allez c'est pas grave, j'avance, je mets sous le tapis et tant pis». Ça fonctionnera pas non plus. C'est un peu le mode, d'ailleurs, heu, la manière dont fonctionnaient nos ancêtres, parfois nos parents, avec cette vision un peu de la vie à la dure. Bon allez, c'est pas grave, il faut avancer, il y a pire dans la vie. Hem, voilà, on peut pas se permettre, d'être faible, d'être vulnérable. Donc ça vient quand même déconstruire ce truc-là. Oui,
ce n'est pas grave, ce n'est pas une fatalité, mais c'est important. C'est important de s'autoriser à traverser une vague quand elle est là. C'est important, en fait, de conscientiser quand il y a de la tristesse, quand il y a de la colère, de laisser le corps s'exprimer, c'est important. On a le droit, en fait, d'être dans cet espace où parfois on se sent démuni et on n'a pas les réponses et on a l'impression qu'on va disparaître et qu'on va peut-être jamais remonter à la surface. C'est important aussi d'honorer ça et d'apprendre à demander du soutien, de chercher les ressources à l'intérieur de nous. Voilà, donc je trouve que cette sagesse-là, elle permet d'ouvrir, et d'introduire les sagesses que je vais vous partager ensuite parce qu'au final, ça met l'accent et le curseur sur le fait qu'encore une fois, non, il y a rien de grave, mais par contre, il y a plein de choses à aller rencontrer et c'est important de se considérer, c'est important de s'accueillir, c'est important de s'entendre parce que si on fait pas ce processus-là, on fait ce qu'on a toujours fait, avec nos enfants intérieurs et ce que parfois nos parents ont fait quand on était enfant, c'est-à-dire, on va pas écouter, on va pas accueillir, on va pas prendre dans les bras, on va pas venir rassurer, amener encore une fois de la ressource, de la sécurité et fondamentalement, on reste tous des enfants blessés et on a tous besoin d'être accueillis dans ces espaces-là. Donc c'est important, c'est important de le nommer et de le traverser. Il y a une autre, sagesse qui a été très, très importante aussi pour moi sur mon chemin et je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais j'avais quand même envie de le nommer parce que c'est quelque chose qui a quand même beaucoup changé de, ma manière de me voir et de voir les autres, qui est que quand l'autre me juge, il parle de lui. Alors ça, c'est un concept, tant qu'on l'a pas vraiment aussi expérimenté et on l'a pas senti à l'intérieur, ça peut rester un petit peu, conceptuel de dire: «Oui, bon, bah, OK, il parle de lui et bon, voilà, ça va». Mais véritablement, il y a quelque chose de l'ordre de en tout cas moi qui m'a libérée de effectivement surtout quand, moi j'ai quand même une présence assez accrue sur les réseaux sociaux depuis bientôt 10 ans et quand on est dans ces espaces-là, il y a c'est facile en fait de juger derrière un écran. Même nous, hein, on peut s'observer, même moi, dès qu'on va voir du contenu, dès qu'on va voir quelqu'un s'exposer, partager quelque chose, sa vulnérabilité, sa force, sa puissance, il va y avoir un petit juge à l'intérieur de nous qui va se dire: «Mais oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est too much. Oh là là, moi je ferais jamais ça, blablabla». Et en fait, c'est intéressant d'aller rencontrer ce jugement à l'intérieur de nous parce qu'effectivement, ça parle de parties de nous qui alors, moi j'ai la croyance qu'il y a 3 choses. Soit c'est une partie de nous qu'on sait très bien qu'on incarne, mais qu'on n'arrive pas à assumer. Par exemple, heu, quelqu'un qui va, je sais pas, s'acheter, un sac, hyper cher, voilà, ou qui va dépenser je sais pas combien dans un hôtel de luxe, bref, voilà, vous avez l'exemple. Il pourrait y avoir une part de moi qui va juger et qui va dire: «Ah mais c'est n'importe quoi de dépenser autant d'argent pour, un objet, pour du matériel, c'est superficiel», et cetera. Et en même temps, c'est parce qu'il y a peut-être une part à l'intérieur de moi qui aimerait être superficielle ou qui est superficielle dans certains moments, mais qui veut pas l'assumer et qui veut pas le montrer au grand jour parce que c'est une partie, dont je pourrais avoir honte, qui a été jugée négative par l'extérieur, par ma famille, par mon environnement, par la société, et cetera et donc c'est une partie de moi que je préfère refouler, donc je vais la juger à l'extérieur. Donc ça peut être une première piste. La deuxième piste, hem, c'est une partie de moi que, je sais très bien que j'incarne aussi, mais que je n'aime pas du tout. Par exemple, quelqu'un qui va se mettre en colère, qui va exprimer une grosse colère, moi je vais juger ça, pas du tout OK et complètement déplacé parce que je m'autorise pas du tout et je déteste, ça me fait peur, ça peut même me mettre dans un inconfort de moi-même me mettre en colère et donc ça va être très inconfortable pour moi de voir ça chez quelqu'un d'autre. Ça sera
ça se rapproche quand même un petit peu de la première piste, hein. C'est un petit peu la même. Donc la deuxième piste, ce serait que cette personne, elle incarne quelque chose que j'aimerais pouvoir manifester à l'extérieur, mais que j'arrive pas à faire. Par exemple, si je vois quelqu'un qui est voilà une femme qui est dans sa puissance, dans son féminin, qui ose se montrer, qui est bien à l'aise dans son corps. Je ne prends pas du tout un exemple véridique, hein. C'est c'est ironique. Et ben, je pourrais juger cette personne-là parce que en fait, j'aimerais pouvoir incarner ça, j'aimerais m'autoriser à contacter aussi cette part de moi à l'intérieur, mais vu que je n'y arrive pas, je vais la juger à l'extérieur. Donc ça, c'est une deuxième piste qui est très courante aussi. Et la troisième, qui est très répandue aussi au final, et notamment si vous regardez dans les anciennes générations, nos familles, nos parents, nos grands-parents, parfois qui vont observer des comportements chez nous avec lesquels ils ont du mal parce qu'en fait ils comprennent pas. C'est je juge parce que j'ai peur, parce que ça me fait peur, parce que c'est inconnu. Donc typiquement dans le milieu spirituel, c'est assez répandu aussi. Moi, je peux avoir un exemple. Quand j'ai décidé de partir au Pérou en 2018 pour aller prendre des plantes, partir dans un endroit que je connaissais pas, avec des chamans, etc., et aller vivre une expérience assez initiatique. Quand j'en parlais autour de moi, il pouvait y avoir des personnes qui me jugeaient parce que ça leur faisait peur, parce que c'était complètement inconnu, que c'était complètement au-delà de leurs repères, et donc c'était très inconfortable pour eux d'imaginer sortir de ce cadre de connu, de confortable, de sécurisant, parce que ce que je leur renvoyais pouvait être une invitation à sortir de ça. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très très courant, que quelqu'un nous juge parce qu'au final, derrière, il y a de la peur. Il y a de la peur de s'ouvrir à autre chose. Et donc c'est plus facile de juger plutôt que d'envisager de changer nos croyances, notre positionnement, nos valeurs, tout ce qui fait que on s'est constitué en fait. C'est assez effrayant hein, de se détacher de tout ça, de se dire qui suis-je quand je change mon fusil d'épaule, quand je décide d'avoir une autre vérité. Est-ce qu'on va toujours m'aimer? Enfin voilà, il y a toutes ces questions qui arrivent derrière. Donc ça, c'est vraiment la troisième piste, la peur. Donc souvent, si vous observez ça chez vous et chez les autres, le jugement, c'est que ça. C'est soit je refoule et je dénigre ce que je vois, soit j'ai envie d'incarner ça, je n'y arrive pas et donc ça me frustre, soit j'en ai peur. Et en fait, il y a quelque chose d'assez libérateur, je trouve, dans cette capacité à comprendre ce qui se passe au niveau du jugement, parce que bah déjà, nous, ça nous permet de tourner le regard vers l'intérieur pour aller voir un petit peu ce qui se passe et d'aller rencontrer ces parties de nous qui peuvent être dans le jugement, de les accueillir encore, de ramener beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce qu'encore une fois, hein, une partie qui juge, si on ramène à l'IFS, Internal Family System, dont je vous parlerai de temps en temps, parce que c'est une approche que j'utilise aussi dans mes accompagnements. La partie qui juge, c'est une partie protectrice. C'est une partie manager qui nous empêche en fait d'aller voir derrière l'exilé, la blessure. Donc quand on sait ça, il y a quelque chose d'assez, oui, d'assez libérateur. À voir ce que ça fait cheminer chez vous. La troisième sagesse que j'avais envie de vous partager, c'est quand j'exprime quelque chose, je me libère véritablement. Ça a été quelque chose de fondamental aussi sur mon chemin, et notamment grâce à la communication non violente. Je pense que j'essaierai peut-être de vous faire aussi un podcast véritablement dédié à ça, à la communication non violente. Là, je vais pas forcément aborder tout le fonctionnement et toute la sagesse, mais en tout cas, il y a vraiment eu quelque chose pour moi de libérateur quand j'ai pris conscience qu'à chaque fois que je gagnais en clarté sur quelque chose et que je l'exprimais, il y avait une véritable libération. Je vais prendre un exemple, notamment dans les relations amoureuses et les relations proches, amicales proches.
ou même la famille, mais bon, moi, je l'ai moins vécu avec la famille. Vous savez, c'est très activant, en fait, quand il se passe quelque chose avec l'autre, on sent que ça devient inconfortable à l'intérieur de nous, ça peut même créer une grande angoisse, une grande anxiété, quelque chose de l'ordre d'une profonde insécurité, qui va parfois même nous figer, nous donner la sensation que on est moins que rien, qui va nous emmener dans un vortex psychique et nous poser 1000 questions, de savoir qu'est-ce qu'on a mal fait, pourquoi est-ce que l'autre nous répond pas, pourquoi est-ce que l'autre s'énerve, pourquoi est-ce qu'il y a de la distance. Enfin, vous voyez, hein, tous ces mécanismes qui peuvent s'enclencher, surtout quand on a un attachement anxieux. Ça pareil, j'en reparlerai. Un attachement anxieux parce que il y a cette croyance que, encore une fois, on a mal fait, on mérite pas, et donc on va être abandonné, et c'est dangereux, etc. Et moi, j'ai vraiment pris conscience que déjà d'amener de la clarté sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi à ce moment-là, de quel besoin ça parle, en fait. D'aller écouter à l'intérieur de mon corps, de dire, ok, en fait, là, j'ai juste un besoin de clarté, j'ai un besoin de sécurité, j'ai un besoin de tranquillité, j'ai un besoin de lien, j'ai un besoin de partage, de vraiment arriver à identifier ça à l'intérieur de moi. Et ensuite, de m'autoriser à l'exprimer depuis cette manière donc non violente, qui est, ok, bah là, tu vois, j'observe qu'en fait, quand il se passe ça entre nous, ou quand tu me dis ça, ou quand tu réponds pas à mes messages, ou peu importe, j'observe qu'à l'intérieur de moi, ça vient créer une activation, et en fait, j'ai besoin de clarté, j'ai un besoin de me positionner, j'ai un besoin de respect, j'ai un besoin euh, d'écoute, peu importe ce que vous avez identifié comme besoin. Et je sens que c'est important pour moi de te l'exprimer et de voir en face bah, qu'est-ce que ça t'évoque et comment est-ce qu'on pourrait arriver à trouver un compromis ensemble, ou commencer pour toi, d'entendre ça, de recevoir ça, etc. Et j'ai vraiment remarqué que dans ces moments-là, déjà ça peut recréer du lien, si en face il y a la volonté de nourrir le lien. Ça peut amener un degré de profondeur et de compréhension et de rencontre dans la relation qui est hyper intéressant, parce qu'en fait on ose notre vulnérabilité plutôt que de rester dans notre activation et dans notre défense. Parce qu'encore une fois, là, il y a une partie protectrice qui peut se manifester et qui peut dire, ouais, tu me réponds pas, ça se fait pas pendant 24 heures, c'est pas ok pour moi, voilà, et partir dans la colère, de descendre plutôt dans un espace de vulnérabilité, et dire, ok, bah en fait là, tu vois ce qui se passe pour moi quand je traverse ça, quand on vit ça, c'est ça. Et voilà, encore une fois, de le partager depuis cet espace sensible et vulnérable, il peut vraiment y avoir en face une ouverture de cœur, de se dire, ah ouais, ok, j'avais pas conscience que tu le vivais comme ça, ok, c'est intéressant. Et puis, bah, ça peut être aussi, malheureusement, entre guillemets, parfois, une opportunité pour que la personne en face se positionne et dise, écoute, bah, j'entends tout à fait ton besoin d'être rassuré, ton besoin de lien, ton besoin d'écoute, mais en fait, là, j'ai pas l'espace, ou je sens que c'est pas aligné pour moi d'entretenir cette relation, je sens on n'en est pas au même point. Euh, voilà, moi j'ai pas ces besoins-là, j'ai un besoin de liberté, j'ai un besoin d'indépendance, ou j'ai autre chose qui est activée à l'intérieur de moi dont j'ai besoin de prendre soin. Et donc nous, on va aussi avoir plus de clarté sur, ok, qu'est-ce qui se passe en face, qu'est-ce qui se joue pour cette personne-là. Et du coup, ça va être aidant pour ne pas le prendre personnellement et se dire, ok, bon bah, je vois ce qui se passe en face, je vois ce qui se passe pour lui, pour elle, et du coup, je sais que le problème c'est pas moi. Et donc là, il y a quelque chose de très libérateur, en tout cas pour moi, pour ma part. Dans mon système nerveux, il y a un truc qui s'apaise. Et moi, je dis toujours à mes partenaires, les personnes que je côtoie, mes amis, peu importe, moi je dis toujours, je préfère qu'on me dise les choses, être au clair avec ce qui se passe pour l'autre, avoir de la clarté en fait sur le mouvement, sur l'énergie qui est là, plutôt que les non-dits ou le silence. Ça, les non-dits et le silence, c'est hyper activant pour moi. Et donc, je préfère vraiment mettre de la clarté là-dessus. Donc, vu que c'est quelque chose que j'attends de l'autre, cette clarté, eh ben c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris aussi à cultiver pour moi.
parce que j'ai remarqué que plus je m'autorisais aussi à amener cette clarté dans la relation et à la communiquer encore une fois de manière empathique, non violente et où je prends la responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis pas en train de décharger l'autre sur l'autre et de juste arriver avec ma charge émotionnelle. Et plus je me suis rendu compte que ça pouvait justement créer cette clarté, ce dialogue dans la relation. Donc ça a vraiment été une troisième sagesse très très importante pour moi. Une quatrième sagesse que j'avais envie de vous partager aussi, qui a été très riche, c'est cette dimension que nous sommes multiples et qu'il y a différentes parts qui existent à l'intérieur de nous. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de tout ça et, euh, et ce qui est venu à moi en premier dans mon cheminement, avant d'en arriver aux constellations, en tout cas aux différentes polarités que je travaille en constellation avec l'enfant intérieur, etc. Avant d'en arriver à l'IFS et à cette idée que nous sommes habités par plein de parts différentes. Moi, ce qui est venu à moi dans un premier temps, c'était les archétypes du féminin. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup utilisé dans des espaces de transmission. Je fais aussi des constellations autour des archétypes du féminin. J'ai transmis ça oralement très très souvent aussi dans mes formations autour des cercles de femmes. Et ça a vraiment été quelque chose pour moi euh, d'une grande importance qui est venue à ma conscience d'ailleurs grâce à Morgane avec qui j'ai beaucoup co-créé, collaboré pendant plusieurs années. Et bien sûr, qui a été aussi amené dans la culture par d'autres biais, notamment Miranda Gray, qui a écrit le livre Lune Rouge, qui raconte ces différents archétypes à travers des contes. Et puis maintenant, ça s'est développé surtout dans tout ce qui est en lien avec le féminin sacré, les cycles menstruels, la lune, ces quatre archétypes fondamentaux. Après, on peut les aborder, les rencontrer de manière différente. Moi, je les ai vraiment intégrés et rencontrés à travers le prisme à travers un prisme assez complet qui était de l'ordre du physique, du psychique, de l'émotionnel, de l'énergétique. Donc ces quatre archétypes qui sont la sorcière, la jeune fille, l'enchanteresse et la déesse. Je vais pas rentrer dans le détail maintenant, peut-être que je ferai un podcast un jour sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, la jeune fille qui va plutôt diriger notre mental, la manière de nous mettre en action, la déesse qui est plutôt notre partie émotionnelle, comment on s'autorise à donner, recevoir, la souveraine en nous, l'enchanteresse, c'est plutôt celle qui canalise, qui est connectée à l'invisible, c'est aussi l'enseignante, et puis la sorcière, c'est celle qui est connectée à son intuition, à ses forces de régénération, à la nature, au repos. Et moi, donc quand tous ces archétypes se sont invités, ça m'a vraiment aidé d'arriver à comprendre que j'étais multiple et qu'en fait c'était normal et que c'était ok, qu'à certains moments j'avais envie de ça, et puis à un autre moment j'avais pas du tout envie de ça, j'avais envie d'autre chose. Et je sais que pour les femmes, notamment, c'est très libérateur parce qu'on est habité par ce cycle menstruel, on est habité par un flot d'hormones qui fait que on est tout le temps en train d'évoluer et de jamais avoir les mêmes envies, de jamais être dans la même énergie. Ça peut être assez déstabilisant d'ailleurs pour les hommes parce que eux, ils ont un cycle solaire sur 24 heures, donc pas du tout la même chose que nous. Et moi, ça m'a vraiment aidé de me dire, ok, bah en fait là, par exemple, je sais que je suis dans mon énergie jeune fille à l'heure à laquelle je vous enregistre ce podcast. Je suis dans ma phase préovulatoire. Donc j'ai plein d'énergie, je peux avoir le mental qui est plus actif, voilà. Quand j'arrive en déesse, j'ai plus envie d'être tournée vers les autres, de sociabiliser. En enchanteresse, c'est un syndrome prémenstruel, moi c'est assez intense pour moi, donc beaucoup d'émotions qui remontent. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir des visions, parfois même de la paranoïa, des rêves un peu intenses. Et puis quand on est dans l'énergie de la sorcière, on a plus envie de se reposer, d'être un peu dans notre grotte, d'être connecté à notre corps, de manger des bonnes choses, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé de me dire, ok, en fait, je suis pas folle. Là, je suis juste dans cette énergie-là et c'est ok. Et si on fait le parallèle avec l'IFS, l'Internal Family System, c'est la même chose. De se dire, ok, en fait, là, je sens que j'agis et j'ai envie de parler depuis cet espace activé
et je sens que c'est pas moi fondamentalement, c'est pas mon self, c'est pas ma partie divine, authentique qui s'exprime, c'est ma partie blessée. Ça peut être, d'identifier, là, c'est mon enfant intérieur qui s'exprime. Là, quand je me sens complètement, insécurisée et tétanisée parce que, je reprends toujours cet exemple, parce que la personne, m'a pas répondu pendant 24 heures, hem, je peux très bien voir qui est-ce qui s'agite à l'intérieur de moi, qui est-ce qui a envie d'envoyer un message, d'être en colère, se dire: «Ouais, ça se fait pas». Ça, c'est une partie protectrice, c'est même un pompier, qui est en surréaction, en surréactivité pour protéger l'exilé en dessous, la partie enfant blessé qui souffre et qui se sent abandonné, qui se sent trahi et voilà et tout ce que ça nous ramène dans notre histoire aussi, personnelle. Donc c'est vraiment intéressant d'arriver à sentir qu'en fait, non, ce sentiment d'abandon que je peux ressentir, c'est pas moi. Non, cette, capacité à tout vouloir contrôler et tout maîtriser, et là je parle d'expérience, c'est pas moi. Non, c'est pas, le fait que là je sois en colère et que pendant 2 jours j'ai envie de tout casser et que je me sens au fond du trou. Non, c'est pas moi complètement. C'est juste des parties de moi qui s'expriment. C'est des parties de moi qui s'expriment parce qu'elles ont des besoins, elles ont besoin d'être accueillies, elles ont besoin d'être entendues, elles ont un message, elles ont une mémoire qui est portée aussi dans le corps et et ça, c'est important de juste l'honorer et d'en avoir conscience, de dire: «OK, c'est pas parce que là je ressens de la colère que je suis une personne colérique. C'est pas parce que là je ressens un sentiment d'abandon que je suis, quelqu'un de 100 dépendant et qui sait pas, vivre une autonomie, au quotidien. C'est juste une partie de moi qui s'exprime à un moment donné, dans un instant T, parce qu'il y a quelque chose qui est activé à l'intérieur de moi. Et donc ça, c'est vraiment hyper important et intéressant, et aussi de pas voir juste ces archétypes-là comme des fardeaux, c'est-à-dire qu'il y a une force, il y a une lumière et il y a un potentiel dans chacune de ces parts. L'enfant, c'est aussi notre légèreté, c'est notre innocence, c'est notre joie. L'enchanteresse, c'est celle qui parfois va se rebeller et aller chercher les ressources dans l'invisible. La déesse, c'est celle qui est capable d'ouvrir son cœur, d'être pleinement dans l'amour, dans la compassion. Bon, la jeune fille, ça rejoint un petit peu l'enfant aussi, de mettre du mouvement, de passer à l'action. La sorcière, c'est celle qui va être capable aussi de prendre du repos quand c'est nécessaire. Et puis si on en revient aussi à d'autres parts en lien avec les fesses, la partie contrôlante, ça nous permet aussi de mettre en place plein de choses dans notre vie, la partie qui maîtrise aussi, la partie qui juge, ça nous permet aussi d'avoir du discernement dans notre quotidien. Celle qui peut être dans la dépendance, tout le temps se raccrocher aux autres, c'est aussi une partie de nous qui sait créer du lien, qui sait être, en lien avec les autres. Donc c'est important aussi de ramener de la lumière dans toutes ces parts et de pas juste les voir comme, «Ah bah oui, c'est une partie blessée, ah oui, c'est encore elle qui s'exprime, ah, chiant», voilà. Il y a aussi du positif dans tous ces espaces-là. La 5e sagesse, que j'avais envie de vous parler, c'est, de vous partager, c'est qu'il n'y a pas d'erreur, il y a que des expériences. Ça, c'est vraiment quelque chose de très aidant aussi, je trouve, quand on a une tendance à vouloir regretter quelque chose et sentir de l'amertume, sentir de la colère, sentir de la tristesse dans le fait que les choses se sont passées comme elles se sont passées et vraiment d'arriver à se souvenir qu'il y a pas d'erreur, il y a que des expériences. Moi, j'ai vraiment cette vision que c'est un peu comme si toute notre vie, on devait se rendre au centre d'un labyrinthe. Vous voyez ces labyrinthes comme on peut voir dans les films, dans les mythes. Hem et quel que soit le chemin qu'on va emprunter, on va arriver au centre du labyrinthe. Peut-être qu'à un moment, on va être confronté à un mur et on va devoir repartir dans l'autre sens. Là, on va avoir un choix, on va pouvoir prendre tel ou tel chemin. On va tester un chemin. Ah, OK, ça nous emmène là. Bon, finalement, on va prendre un autre chemin et en fait, vraiment, cette idée du labyrinthe circulaire qui fait que plus on va avancer, plus on va explorer, plus on va prendre des portes, plus on va arriver devant certains murs, plus ça va nous rapprocher de ce centre, de la direction, hem, vers laquelle on se dirige, qui est de toute façon la fin de notre vie. Parce qu'encore une fois, il y a pas d'objectif à atteindre, il y a pas
de résultat. Je pense que personne peut vraiment dire qu'il a atteint tous ses objectifs et qu'il a réussi sa vie. Je pense que ce truc de réussir sa vie, c'est vraiment une sensation. C'est quelque chose qui est vécu dans le corps. C'est plus souvent, on va ressentir de la joie, de la gratitude, de la connexion à quelque chose de plus grand, la vie qui circule. Plus on va sentir ça le plus souvent dans notre corps, et plus je pense qu'on a cette croyance que notre vie, elle est remplie, elle est pleine et elle est réussie. Tout ce qui est à l'extérieur, c'est pas ça qui va faire que on aura la sensation qu'on a réussi notre vie. Si vous regardez d'ailleurs parfois des gens qui ont gagné des millions d'euros, de dollars, qui ont tout ce qu'ils ont toujours pu rêver d'avoir, il y a plein de gens qui terminent leur vie seuls, tristes, qui se sentent pas en lien avec les autres, qui ont jamais eu la sensation d'avoir comblé un vide à l'intérieur d'eux. Donc moi j'ai vraiment cette croyance que voilà, le bonheur c'est quelque chose qui se ressent et qui se cultive. Et encore une fois, cette citation de le bonheur c'est pas d'arriver au bout du chemin, c'est juste de savourer le chemin. Donc qu'encore une fois, il y a pas d'erreur, il y a que des expériences, et ça m'a vraiment aidée dans des moments ah, où parfois on peut se dire putain, mais si j'avais fait un choix différent. Je peux prendre un exemple hein, qui est assez personnel et intime, mais voilà, j'ai une petite fille de 2 ans et quelques, je suis séparée du papa, et je sais que ça parlera à peut-être d'autres parents séparés de se dire mais purée, si j'avais pas fait ce choix-là, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais pas restée dans cette relation? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas choisi de garder cet enfant? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait un choix différent? Et bien sûr que c'est des questions que moi aussi je me suis posées, et à certains moments j'ai ressenti énormément de colère, énormément de tristesse. Euh, et je sens que c'est encore quelque chose d'activant pour moi quand j'en parle. De me dire qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas fait ce choix. Et en même temps, il y a cette sagesse à l'intérieur, et il y a cette conscience que tout était parfait et tout était juste. Et si aujourd'hui j'ai la capacité de faire tout ce que je fais, d'emmener les gens là où je les emmène dans mes stages, si j'ai cette capacité à transmettre, à enseigner, à incarner qui je suis, à incarner toutes ces sagesses, tous ces changements de vie qui se sont passés dans ma vie, c'est aussi parce que j'ai traversé tout ça, et c'est aussi parce que j'ai vécu ça. Et j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas vécu ces expériences que parfois j'ai pu regretter. Donc vraiment, euh, peut-être quelque chose qui peut vous aider, c'est d'observer toutes ces expériences que parfois vous avez regrettées, ou vous vous êtes posé la question, et si j'avais fait différemment, de vous dire qu'est-ce que ça vous a amené aujourd'hui dans votre vie, en termes de richesse, en termes de sagesse, en termes de gratitude, en termes de qualité, de compétences, de valeurs que vous pouvez incarner aujourd'hui. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé. De vraiment se souvenir qu'encore une fois, il n'y a jamais d'erreur. C'est que des expériences. La sixième sagesse, qui m'a beaucoup accompagnée aussi, c'est vraiment je suis responsable de mon propre bonheur. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours envie d'entendre, surtout notre ego, ou aussi notre enfant intérieur qui parfois se sent impuissant et qui aimerait juste en fait qu'on le prenne par la main et qu'on lui dise t'inquiète, ça va aller, je vais m'occuper de toi, je vais te rassurer, je vais te mettre en sécurité, et c'est ce qu'on a tendance à chercher à l'extérieur. Donc c'est normal en fait qu'il y ait cette partie-là aussi en nous, dépendante, qui cherche tout le temps à l'extérieur à venir nous sécuriser et à nous apporter de la joie et du bonheur. Parce qu'encore une fois, c'est cet enfant blessé qui a pas toujours les ressources, mais c'est surtout une partie à laquelle on n'a pas dit hey, aujourd'hui c'est moi ton parent, moi j'ai grandi, aujourd'hui si je parle pour moi j'ai 35 ans, et j'ai accumulé plein de ressources et j'ai développé plein de capacités, et aujourd'hui j'ai vraiment ce potentiel d'être adulte, de sentir ce qui est juste pour moi, d'honorer mes besoins, de me respecter, d'être en lien avec ma souveraineté, avec ma vulnérabilité, et en fait qu'on vienne parler à cette partie vulnérable à l'intérieur de nous et qu'on lui dise ok, t'as peut-être pas reçu tout ce que t'aurais dû recevoir quand t'étais enfant,
Peut-être t'as pas eu l'amour et la sécurité que tu attendais quand tu étais enfant. Mais aujourd'hui, tu as la capacité de te l'offrir à toi-même et tu as la capacité de connecter à ça, de toi à toi. Et ça, c'est vraiment tout ce processus de ce qu'on appelle en anglais reparenting, de redevenir notre propre parent. Et en fait, bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on fait mentalement. On peut se raconter l'histoire, on peut se dire le truc, vouloir se coacher dans ce processus, mais c'est quelque chose qui se vit dans le corps. Moi, c'est comme ça d'ailleurs que j'accompagne les gens en séance individuelle. C'est comme ça, c'est ce qu'on fait dans les constellations. C'est que ça passe par le corps, que ça passe par le ressenti, par l'émotionnel. Ok, là, je suis en contact avec cette partie vulnérable à l'intérieur de moi et ça vient me toucher. Et je peux lui dire directement que je suis là pour elle et ça peut toucher la partie adulte à l'intérieur de moi. Ça peut ouvrir un espace de compassion. Je peux vraiment sentir dans mon corps cet amour, cet espace qui a envie de prendre soin, qui est touché par cette vulnérabilité. Parce que c'est que une fois que je l'ai ressenti à l'intérieur de moi et dans mon corps, que je peux avoir la capacité de ensuite reconnecter à ça dans mon quotidien. Et à nouveau, dire: «OK, en fait, je sens et je sais que j'ai cette compassion à l'intérieur de moi et dans les moments où je suis activée, dans les moments où je peux me sentir vulnérable, où je peux avoir envie d'aller chercher à l'extérieur ou de vouloir blâmer, de me victimiser, de chercher des bourreaux à l'extérieur, de chercher des coupables, de chercher des responsables», parce que c'est quelque chose qu'on fait tous, hein, encore une fois. On a tous cette victime à l'intérieur de nous et même avec tout le cheminement qu'on a fait, que j'ai fait, qu'on a tous fait, on a encore cette victime à l'intérieur de nous qui s'exprime à certains moments. Et c'est ok de juste la prendre dans nos bras et dire ok, mais en fait, t'inquiète, on va y arriver et d'aller connecter à l'intérieur, dans le corps, dans cette sensation de compassion immense envers cette partie blessée, vulnérable, qui a pas encore senti que elle était pleinement en sécurité et qu'elle était pleinement aimée. Et ça, c'est notre job de tous les jours de faire ça. Et donc, je suis responsable de mon propre bonheur. Je suis responsable à chaque instant. Moi, je dis toujours, quand on a la conscience, quand on a ouvert les yeux sur quelque chose, on peut plus fermer les yeux. C'est impossible. À partir du moment où on sait qu'on est responsable, à partir du moment où on a senti qu'on avait ses capacités à l'intérieur, eh ben, on peut que être responsable de notre propre bonheur. Et ça veut pas dire que dans des moments, encore une fois, ce sera pas dur, et qu'il y a des moments où on va avoir envie de râler et de dire que c'est de la faute des autres, et c'est ok. Mais on est responsable de notre propre bonheur. Et à chaque instant, quand il y a de la conscience, il y a un choix possible. Quand on n'a pas la conscience, on peut pas faire le choix. On peut pas. On est en pilote automatique, on sait pas. Mais quand il y a de la conscience, quand j'ai conscience que ce sujet m'active et quand je suis en train de le ressentir, j'ai le choix de faire autrement. J'ai le choix de faire différemment. Et c'est là où je suis responsable. J'ai le choix soit de rester dans mon mécanisme ou alors d'essayer d'emprunter un autre chemin. Et c'est là où la responsabilité, elle se met en place. Et encore une fois, il y a des fois c'est facile et il y a des fois c'est pas facile du tout. Et on avance et on chemine avec tout ça. Ce qui m'amène à l'avant-dernière sagesse que tout doit passer par le corps. Moi, j'ai vraiment cette croyance-là. Aujourd'hui, bien sûr que toutes les connaissances et toutes les choses qu'on apprend avec notre tête, avec notre intellect, encore une fois, moi, je suis la première à transmettre c'est quoi la théorie polyvagale, comment fonctionne le système nerveux, c'est quoi un trauma, c'est quoi la psychogénéalogie, c'est quoi le transgénérationnel. Bien sûr que tout ça, on a besoin de l'entendre et on a besoin de comprendre. Je pense que ça fait la moitié du job. Mais l'autre moitié, c'est de passer par le corps, de le ressentir, de vivre l'expérience. On pourra jamais dire à quelqu'un, sens-toi en sécurité. Pour te sentir en sécurité, il faut que tu médites, il faut que tu t'ancres, il faut que tu sois dans l'instant présent. Ok, génial, mais ça reste du concept. Et on ne peut, on ne peut se transformer et on ne peut évoluer que quand ça passe par le ressenti, par le corps. C'est pour ça que moi, je fais des constellations que je vais bientôt former au sujet, que je forme au breathwork, que tout ce que je fais, tout mon accompagnement, tout passe par le corps. Parce que déjà pour moi, ça m'a énormément aidé. Moi qui étais de base quelqu'un qui analysait tout et qui a encore une grande capacité d'analyse, j'ai une capacité de projection qui est assez impressionnante.
C'est ma manière de contrôler et de chercher la sécurité. Les véritables changements, ils se sont opérés pour moi que dans les moments où j'ai senti dans mon corps qu'il y avait un truc qui changeait. Je suis passée par les médecines, par les plantes. Il y a aussi eu quand j'ai fait une retraite de danse avec des femmes en Thaïlande, quand j'ai vécu des processus chamaniques à travers mon corps, quand j'ai fait de la danse, quand j'ai connecté à des espaces de grâce, quand j'étais en cérémonie cacao, quand je chante. Enfin, voilà, quand je fais du breathwork aussi, c'est vraiment des moments où en fait je sens que dans mon corps, ouais, waouh, ok, là il y a un truc. Ça y est, là j'ai contacté ça à l'intérieur de moi, là j'ai senti ça. La vacuité, le vide, la, la tristesse, la colère, ma puissance, ma souveraineté. Quand tout ça je l'ai connecté à l'intérieur de mon corps, il y a vraiment un truc qui a shifté. Et ça c'est quelque chose qu'on peut pas vivre que avec la tête. Et c'est pour ça qu'encore une fois, vraiment, je vous invite à aller vivre des expériences. Bien sûr, à activer votre boussole de c'est quoi les bons espaces où vous pouvez aller, où est-ce qu'il y aura de la sécurité, où est-ce qu'il y aura de la compassion et de la bienveillance, parce que c'est pas le cas dans tous les espaces. Cherchez les bons facilitateurs. Allez là où vous vous sentez appelé, où vous sentez que ça va être juste pour vous, où ce sera OK. Et encore une fois, on se réfère au point 6. Il n'y a pas d'erreur, il y a que des expériences. Donc, dans tous les cas, vous ne ferez pas d'erreur. Mais vraiment de chercher à vivre ces expériences-là. Et même si vous sentez que c'est activant, qu'il y a des peurs, que, voilà, ça va vous demander de sortir de votre zone de connu, faites un premier pas, un petit pas. Tout le monde n'est pas kamikaze spirituel comme moi. Je me donne cette étiquette un peu volontairement parce que je sais que je suis un peu comme ça. Voilà, tout le monde n'a pas à partir à l'autre bout du monde, aller vivre des initiations hyper intenses, à plonger directement, à sauter dans le grand bain. On peut très bien passer par des petites étapes, de faire un premier pas, un petit pas, un petit pas, un petit pas. Et de s'autoriser à vivre tout ça dans le corps. C'est vraiment hyper important. On n'a pas tous les mêmes manières de fonctionner. Moi, j'ai la technique scorpion. J'y vais, je plonge. Mais parce que je pense que c'est la hauteur de mes insécurités qui sont aussi très très grandes. Et donc, j'ai tellement grandi avec des insécurités et des peurs que je pense que j'ai eu besoin parfois de sauter d'un coup. Sinon, j'y serais jamais allée en fait. Et en même temps, on n'est pas tous pareils. Et voilà. Et parfois, c'est OK de juste se dire, je vais faire un petit pas dans cette direction. Je vais tester, je vais sentir, je vais gagner en sécurité intérieure, à l'intérieur de moi, dans mon corps. Et ensuite, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. La dernière sagesse que j'avais envie de vous partager, c'est que, en fait, être spirituel, c'est apprendre à aimer. Ça a vraiment été un truc hyper fort aussi pour moi. Et c'est quelque chose que je prône de plus en plus. C'est que j'ai vraiment la croyance qu'au final, la spiritualité, être éveillé, être un être éveillé, en fait, regarder tous les sages que moi je considère sages, comme le Dalai Lama, Sadhguru, Ama. Et encore une fois, ce ne sont pas des personnes parfaites parce qu'il y a eu plein de polémiques autour de ces personnes-là aussi, mais elles incarnent quand même ce que je considère être le plus proche d'une forme d'éveil. Et si vous regardez ces personnes-là, c'est des gens qui souvent rigolent. Moi, j'ai écouté une interview de Sadhguru il y a pas longtemps. Il est tout le temps en train de se marrer. Euh, et c'est des gens qui sont profondément dans le cœur, qui sont dans l'innocence de l'enfant, qui sont dans la joie, qui sont dans la légèreté, dans dédramatiser, vivre l'instant présent. Et j'ai vraiment la croyance qu'au final, la spiritualité, tous les chemins qu'on emprunte tous, la connaissance de soi, venir réguler notre système, méditer, chercher à vivre des expériences transcendantales, tout ce que vous voulez, au final, c'est juste notre partie divine, notre âme, appelez-la comme vous voulez, notre être supérieur, qui a juste envie d'incarner et de se rapprocher de qui il est. Et ce que nous sommes, moi j'ai la croyance, c'est que on est des êtres purs d'amour. Regardez un enfant qui vient au monde, regardez un enfant les premières années, moi je sais parce que je vois ma fille. Et, et ça me touche de le dire, c'est que de la pureté. C'est que de la pureté, il
Il y a pas une once de malveillance, de jugement, tout est ouvert. Et moi, j'ai vraiment la croyance qu'on cherche à revenir dans cet état. On a tous profondément envie de revenir dans cet état. On a tous envie d'apprendre à s'aimer, à aimer l'autre. On a envie d'être en lien, on a envie d'être en interdépendance, on a envie d'aimer la vie, on a envie d'aimer le monde. On a envie de se sentir en paix, on a envie d'être en amour avec tout l'écosystème autour de nous, avec la nature, avec les animaux. Je pense qu'il y a vraiment cette partie à l'intérieur de nous qui a envie de tout ça, qui aspire à ça, profondément. Et donc, je terminerai le podcast là-dessus. Et ouais, c'est que pour moi, chercher à être spirituel, à s'éveiller, c'est juste faire ce chemin d'amour et de compassion envers soi-même. Et plus on va apprendre à s'aimer les uns les autres, à s'aimer soi, à arrêter d'être aussi dur, à arrêter d'avoir honte, à arrêter de se juger, à arrêter de se rejeter. Plus on va apprendre à faire ça avec soi-même, plus on va être capable de le faire avec les autres, et plus le monde, il va être beau, extraordinaire, magnifique, parce que cette ère du Verseau qu'on vient juste de démarrer, et ce monde qu'on a envie de créer, tous les uns les autres, c'est juste ça. C'est juste cette capacité à vouloir être dans cet espace d'amour où il y a de la compassion, où il y a de la reliance, où il y a de la joie, où il y a de la vie, où il y a du vivant, où il y a de la lumière. Et je pense qu'on aspire tous à ça. Et on emprunte plein de chemins différents pour le faire. On se raconte que c'est de la spiritualité, que c'est du développement personnel, que c'est de la régulation, ce que vous voulez, mais au final, l'aspiration, c'est la même pour tous. Alors c'est ce que je nous souhaite profondément. Je nous souhaite de nous relier à ça dans notre corps, de le sentir et de s'autoriser à le vivre le plus souvent possible. Voilà, je suis hyper heureuse d'avoir fait ce podcast un peu improvisé. J'avais noté juste les sagesses et puis tout le reste, c'est vraiment venu comme ça. J'espère que ça vous a nourri le cœur et l'âme. Partagez ce podcast autour de vous, j'allais dire à qui on a besoin, mais je crois qu'on a tous besoin d'entendre ça. Partagez-le autour de vous. Venez me partager comment ça a résonné aussi pour vous. Et voilà, prenez soin de vous. Je vous souhaite tout le meilleur. Et à bientôt dans un prochain épisode.